Gulliver's Travels. Les voyages de Gulliver. Première partie. Voyage à Lilliput. Mon père avait une petite propriété dans le comté de Nottingham. J'étais le troisième de ses 5 fils. Quand j'eus 14 ans, il m'envoya à Emmanuel College, à Cambridge, où je restai 3 ans et m'appliquai à mes études. Mais la dépense que je représentais, je ne recevais pourtant qu'une maigre pension, étant trop lourde pour ses faibles moyens, on me plaça en apprentissage chez M. James Bates, éminent chirurgien de Londres, avec qui je passai 4 ans. Et comme mon père m'envoyait de temps à autre de petites sommes d'argent, je les employais à apprendre la navigation, ainsi que d'autres aspects des mathématiques, utiles à ceux qui forment le dessein de voyager, car j'étais convaincu depuis toujours que ce dut être là un jour ou l'autre ma destinée. Quand je quittai M. Bates, je retournai chez mon père, où, grâce à son aide et à celle de mon oncle John, ainsi que de quelques autres parents, je réunis la somme de 40 livres et obtins la promesse de 30 autres livres par an pour subvenir à mes besoins, à Leyden. Là, j'étudiai la médecine pendant 2 ans et 7 mois, sachant qu'elle me serait utile lors de longs voyages. Peu après mon retour de Leyden, mon bon maître, M. Bates, me recommanda pour l'emploi de médecin à bord de l'Hirondelle, dont le capitaine était Abraham Pannell, avec qui je passai 3 années et demie à faire un voyage ou 2 au Levant et dans d'autres parties du monde. À mon retour, je décidai de m'établir à Londres, ce que M. Bates, mon maître, m'encourageait à faire, et il me recommanda à plusieurs patients. Je louai une partie d'une petite maison située dans le quartier de Old Jewry. Et comme on me conseillait de changer d'état, j'épousai Mrs. Mary Burton, seconde fille de M. Edmund Burton, bonnetier à Newgate Street, que je reçus accompagné d'une dot de 400 livres. Mais mon bon maître, Master Bates, venant à mourir 2 années plus tard, et moi-même n'ayant que peu d'amis, mes affaires commencèrent à péricliter, car ma conscience ne m'aurait pas permis d'imiter les coupables pratiques d'un trop grand nombre de mes confrères. Aussi, après en avoir parlé avec ma femme et quelques autres de mes connaissances, je décidai de repartir en mer. Je fus médecin successivement à bord de 2 navires et fis plusieurs voyages pendant 6 années vers les Indes orientales et occidentales, grâce auxquels j'augmentai un peu ma fortune. Je passais mes heures de loisirs à lire les meilleurs auteurs, anciens et modernes, ayant toujours avec moi un bon nombre de livres. Et quand j'étais à terre, j'observais les mœurs et les caractères des peuples, et apprenais leur langue, en quoi ma tâche était grandement facilitée par l'excellence de ma mémoire. Le dernier de ces voyages, n'ayant pas été très favorable, je me lassai de la mer et décidai de rester en Angleterre avec ma femme et mes enfants. Je quittai le quartier de Old Jewry pour m'installer dans Fetter Lane, puis de là à Wapping, dans l'espoir d'avoir les marins comme patients, mais je ne devais pas y trouver mon compte. Après 3 années à espérer que les choses s'arrangeraient, j'acceptai une offre avantageuse du capitaine William Pritchard, commandant de l'Antilope, qui partait pour les mers du Sud. Nous embarquâmes à Bristol le 4 mai 1699, et notre voyage fut d'abord très prospère. Il ne conviendrait pas, pour plusieurs raisons, d'importuner le lecteur avec le détail de nos aventures sur ces mers. C'est assez de l'informer que, lors de notre passage jusqu'aux Indes orientales, une violente tempête nous fit dériver vers le nord-ouest de la terre de Van Diemen. En faisant un relevé, nous vîmes que nous étions à 30 degrés et 2 minutes de latitude sud. 12 hommes de notre équipage étaient morts d'épuisement et de mauvaise nourriture. Le reste était très faible. Le 5 novembre, qui, dans ces contrées, était le commencement de l'été, alors que le temps était très brumeux, les marins aperçurent un rocher
à moins d'une demi-encablure de notre navire. Mais le vent était si fort que nous fûmes projetés droit sur lui, et le navire se brisa instantanément. 6 membres de l'équipage, dont j'étais, ayant abaissé la chaloupe à la mer, parvinrent avec difficulté à éviter le vaisseau et l'écueil. D'après mes calculs, nous ramâmes environ 3 lieues, jusqu'à ce que nous n'en puissions plus, épuisés que nous étions déjà par le travail à bord du navire. Alors nous nous abandonnâmes à la merci des flots. Et avant une demi-heure, la chaloupe était retournée par une soudaine rafale de nord. Quel fut le sort de mes camarades de la chaloupe, de même que de ceux qui s'étaient sauvés sur le rocher ou étaient restés à bord du vaisseau, je ne puis dire. Mais dois croire qu'ils périrent, tous. Pour ma part, je nageais là où la fortune me menait et me laissais pousser par vent et marée. Je tendais souvent les jambes, mais ne pouvais toucher le fond. Enfin, alors que j'étais sur le point de sombrer et ne pouvais plus lutter, je me rendis compte que j'avais pied, et la tempête s'était alors beaucoup calmée. La pente était si faible qu'il me fallut marcher près d'1 mille avant d'atteindre la rive. 1 mille marin, 1,85 km. Je m'avançai ensuite sur terre pendant environ un demi-mille, mais ne pus découvrir la moindre trace de maison ou d'habitants, ou tout au moins la faiblesse de mon état m'empêchait de les remarquer. J'étais extrêmement fatigué, et cette fatigue, en plus de la chaleur de l'atmosphère et de la demi-pinte d'eau-de-vie que j'avais bue en quittant le navire, fit que j'eus très envie de dormir. Je me couchai dans l'herbe, qui était très rase et moelleuse, et m'endormis. Mon sommeil fut le plus profond que je me souvienne d'avoir jamais connu, et d'après mes estimations, dura 9 heures. Car lorsque je m'éveillai, le jour commençait à poindre. Je tentai de me lever, mais ne pus bouger, car étant couché sur le dos, je découvris que mes bras et mes jambes étaient solidement attachés au sol de chaque côté de moi. Mes cheveux, qui étaient longs et épais, étaient retenus de pareille façon. De même, je sentis plusieurs liens assez minces en travers de mon corps, depuis mes aisselles jusqu'à mes cuisses. Je pouvais juste regarder au-dessus de moi. Le soleil commençait à chauffer, et sa lumière me blessait les yeux. J'entendais un bruit confus autour de moi, mais étant donné la position qui était la mienne, ne pouvais rien voir d'autre que le ciel. Peu de temps après, je sentis quelque chose de vivant qui remuait sur ma jambe gauche et qui remonta lentement sur ma poitrine pour venir presque jusqu'à mon menton. Et lorsque j'abaissai les yeux, autant qu'il m'était possible, je vis qu'il s'agissait d'une créature humaine qui ne mesurait pas 6 pouces, avec dans les mains un arc et une flèche, et dans le dos un carquois. 1 pouce, 2,54 cm. Dans le même temps, j'en sentis au moins une quarantaine de la même espèce, le supposais-je, qui suivait la première. Je fus frappé d'une surprise extrême et hurlai si fort qu'effrayés, ils rebroussèrent tous chemin en courant. Et certains d'entre eux, comme je l'appris plus tard, se blessèrent en chutant alors qu'ils sautaient de mes flancs sur le sol. Cependant, ils revinrent bientôt, et l'un d'eux, qui s'aventura si près qu'il put voir tout mon visage, levant les mains et les yeux de surprise, s'écria d'une voix très aiguë mais distincte « Equila Técule !» Les autres répétèrent ces mots plusieurs fois, mais je ne savais pas alors ce qu'ils signifiaient. Je restai étendu tout ce temps, comme le lecteur peut le croire, dans une situation fort inconfortable. Finalement, après m'être débattu pour me libérer, j'eus la chance de rompre les cordes et d'arracher les pieux
qui tenait mon bras gauche attaché au sol. Car, en le levant jusqu'à mon visage, je découvris la façon dont il m'avait attaché. Et dans le même temps, par une violente secousse, ce qui me causa une vive douleur, je parvins à relâcher quelque peu les cordes qui tenaient mes cheveux attachés sur ma gauche, si bien que je parvins juste à tourner la tête d'environ 2 pouces. Mais les créatures s'enfuirent, une seconde fois en courant, avant que j'eusse pu les saisir. Là-dessus, il y eut un grand cri, très aigu, et lorsqu'il cessa, j'entendis l'un d'eux crier « Tolgophonak !» Et l'instant d'après, je sentis plus d'une centaine de flèches me percer la main gauche, qui me firent l'effet d'autant d'aiguilles. En outre, ils en tirèrent une nouvelle volée en l'air, comme nous faisons avec les bombes en Europe, de laquelle un grand nombre, je suppose, retombèrent sur mon corps, bien que je ne les sentisse point, et certaines sur mon visage, que je protégeais aussitôt de ma main gauche. Lorsque cette grêle de flèches eut cessé, je me mis à pousser des gémissements de peine et de douleur. Puis, alors que j'essayais de nouveau de me libérer, ils décochèrent une autre volée, plus nourrie que la première, et certains tentèrent de m'enfoncer leurs lances dans les flancs. Mais, par chance, je portais un pourpoint de cuir, épais, qu'ils ne purent transpercer. Je jugeai prudent de ne plus bouger. Lorsque ces gens observèrent que je ne bougeais plus, ils ne décrochèrent plus de flèches. Mais le bruit qui s'amplifiait m'apprit qu'ils étaient en plus grand nombre, et à environ 2 toises de moi, une toise 1,83 m, 2 toises de moi, du côté de mon oreille droite, j'entendis des coups pendant plus d'1 heure, comme des gens au travail. Quand, tournant la tête dans cette direction, autant que me le permettaient les pieux et les cordes, je vis une estrade, dressée à 1,5 pied au-dessus du sol, qui pouvait contenir 4 de ses habitants, et à laquelle on accédait au moyen de 2 ou 3 échelles. De là, l'un d'entre eux, qui semblait être une personne de qualité, me fit un long discours dont je ne compris pas la moindre syllabe. Il descendit de l'estrade et donna l'ordre qu'on élevât plusieurs échelles contre mes flancs, sur lesquelles plus d'une centaine d'hommes grimpèrent et s'approchèrent de ma bouche, chargés de paniers pleins de nourriture, qui avait été fournie et apportée là sur ordre du roi, dès qu'il avait été informé de ma présence. J'observai qu'il y avait là la chair de différents animaux, mais je ne pus les distinguer par le goût. Il y avait là des épaules, des pattes et des filets de la forme de ceux du mouton, et fort bien accommodés, mais plus petits que des ailes d'alouette. J'en avalai 2 ou 3 d'une seule bouchée et prenais 3 pains à la fois, de la grosseur de balles de mousquet. Ils me fournissaient aussi vite qu'ils le pouvaient, manifestant sans cesse leur surprise et leur stupéfaction devant ma taille et mon appétit. Je fis alors un autre signe indiquant que je désirais boire. Ils estimèrent qu'étant donné mon appétit, une petite quantité ne me suffirait pas, et comme il s'agissait d'un peuple fort ingénieux, ils hissèrent avec beaucoup d'adresse l'une de leurs plus grosses barriques, puis la roulèrent jusqu'à ma main, et en firent sauter le couvercle. Je la bus d'un trait, ce qui ne me fut pas difficile, car elle contenait à peine une demi-pinte et avait le goût d'un vin léger de Bourgogne, quoique bien meilleur. Ils m'en apportèrent une seconde barrique que je bus de la même façon, puis j'en réclamai davantage, mais ils n'en avaient plus à me donner. Lorsque j'eus accompli ces merveilles, ils poussèrent des cris de joie et dansèrent sur ma poitrine en répétant plusieurs fois, comme ils avaient fait d'abord « Ekina, Tegul !» Au bout d'un moment, quand ils virent que je ne demandais plus de nourriture, apparut devant moi une personne de haut rang qui venait de la part de Sa Majesté impériale. Son Excellence, m'ayant escaladé par le bas de la jambe droite, s'avança jusqu'à mon visage avec une suite d'12 de personnes, puis,
me présentant ses lettres de créance, frappé du sceau royal, qu'il approcha tout près de mes yeux, il parla pendant une dizaine de minutes, sans montrer de colère, mais d'un ton résolu et déterminé, pointant souvent le doigt devant lui, dans ce que j'appris par la suite être la direction de la capitale, à environ un quart de lieue de là où Sa Majesté et son conseil avaient décidé que je devais être transporté. 1 lieue, 1 lieue, 1 lieue, 4 km 83. Je répondis en peu de mots, sans trop savoir quoi dire, puis fis signe de ma main libre, en indiquant mon autre main, mais en passant par-dessus la tête de son Excellence, de peur de le blesser, lui ou sa suite. Puis ma tête et mon corps, pour signifier que je souhaitais recouvrer ma liberté. Il sembla qu'il me comprit assez bien, car il hocha la tête en signe de désapprobation et fit un geste de la main pour indiquer que je devais être transporté comme prisonnier. Et à partir de là, Gulliver est transporté vers la métropole de Lilliput, Mildendo, et, tant bien que mal, entre à genoux dans un grand bâtiment et se trouve enchaîné. Gulliver, au cours de ses voyages, avait appris de nombreuses langues, mais aucune ne lui permettait de communiquer avec les Lilliputiens. La décision des Lilliputiens a été de continuer à le nourrir et de lui envoyer des savants pour qu'ils la lui apprennent, cette langue locale. La vie a suivi son cours dans la cité. Les Lilliputiens oscillaient entre méfiance et curiosité pour ce géant qu'ils appelaient l'homme-montagne. Ils se rendirent compte très vite du bon comportement, du bon caractère, du bon fond de Gulliver. Ils se dirent aussi qu'il pouvait être un renfort de taille dans la guerre qu'il menait depuis des années contre le royaume ennemi, situé sur une autre île, l'île de Blefuscu. L'enjeu de cette guerre, qui durait depuis des décennies, était extrêmement grave, extrêmement sérieux, extrêmement dramatique. C'était une bataille pour savoir s'il fallait casser les œufs à la coque par le petit bout ou par le gros bout. Il y avait les petits boutistes et les gros boutistes. Gulliver a offert ses services à l'empereur. Et un beau matin, on le libéra et il plongea dans l'eau, dans le bras de mer qui séparait Lilliput de l'île voisine. Il s'est dirigé vers la flotte ennemie, et les marins, le voyant arriver, ont déguerpi, ont sauté dans l'eau, et lui a accroché tous les navires, des cordes immenses, et les a tirés vers Lilliput. En revenant, il a été célébré comme un héros, l'empereur lui a offert sa protection, mais la méfiance des habitants continuait. Gulliver voulait rendre service, mais plus souvent qu'à son tour, il était maladroit. Bon. Par exemple, un jour, les appartements de l'impératrice étaient en flammes, un incendie s'était déclaré. Gulliver est intervenu. Il voyait les hommes se servir de seaux de la taille d'un dé à coudre pour éteindre les flammes, et voyant qu'il n'y arrivait pas, il a simplement baissé son pantalon et il a uriné dans les flammes. Et l'incendie s'est éteint en un instant. Mais, en revanche, l'impératrice, elle, a été si écœurée, si dégoûtée, qu'elle a pu remettre les pieds dans ses appartements. Revenons au texte et à la description des Lilliputiens par Gulliver et de leur société. Leur savoir, leurs lois et leurs coutumes. Bien que j'ai l'intention de réserver la description de cet empire pour un traité séparé, je voudrais néanmoins, en attendant,
en offrir au lecteur curieux quelque idée générale. De même que la taille moyenne des habitants y est un peu au-dessus de 6 pouces, de même tous les autres animaux, ainsi que les plantes et les arbres, ont une taille proportionnellement exacte. Par exemple, les chevaux ou les bœufs les plus grands mesurent entre 4 et 5 pouces de hauteur, les moutons 1,5 pouce environ. Leurs oies sont de la grosseur d'un moineau. Et ainsi de suite, pour les différents degrés de taille, jusqu'aux plus petits, qu'il m'était presque impossible de voir. Mais la nature a adapté les yeux des Lilliputiens à tous les objets qu'il leur est nécessaire de voir. Leur vue est d'une grande précision, mais ne porte pas très loin. Et pour montrer l'acuité de leur vue, quand elle porte sur des objets qui sont proches, je mentionnerai ce cuisinier que j'observais avec beaucoup d'intérêt alors qu'il plumait une alouette qui n'était pas plus grosse qu'une mouche ordinaire. Et cette jeune fille qui enfilait un fil de soie invisible dans une aiguille tout aussi invisible. Leurs plus hauts arbres mesurent environ 7 pieds. Ah, le pied. 30 centimètres. Et je veux parler de certains de ceux que l'on peut voir dans le grand parc royal et dont j'atteignais à peine les cimes de ma main tendue. Les autres végétaux sont dans des proportions semblables, mais je laisse au lecteur le soin de les imaginer. Je parlerai peu ici de leur savoir, qui, depuis de nombreuses générations, est chez eux florissant dans toutes ses branches. Mais leur façon d'écrire est très singulière, car elle n'est ni de gauche à droite, comme les Européens, ni de droite à gauche, comme les Arabes, ni de haut en bas, comme les Chinois, ni de bas en haut, comme les Cascadiens. Les Cascaguiens, mais en diagonale, d'un coin de la feuille à l'autre. Ils enterrent leurs morts, la tête directement en bas, car ils sont de l'opinion que, dans 11 000 lunes, ils doivent tous ressusciter, et qu'à ce moment-là, la terre, qui selon eux est plate, se retournera, et que par ce moyen, on les retrouvera à leur résurrection, prêts, debout, sur leurs pieds. Les esprits éclairés parmi eux admettent l'absurdité de cette doctrine, mais la pratique continue toujours, pour plaire au peuple. Certaines des lois et des coutumes de cet empire sont très singulières, et si elles n'étaient pas si complètement contraires à celles de mon cher pays, je serais tenté de les justifier un peu. On pourrait souhaiter qu'elles soient un jour aussi bien mises en pratique. Celle dont je parlerai en premier a trait aux délateurs. Tous les crimes contre l'État sont ici punis avec la plus grande sévérité. Mais si la personne accusée établit clairement son innocence lors de son procès, l'accusateur est immédiatement condamné à une mort atroce. Et ses biens et ses terres servent à dédommager quadruplement la personne innocente de la perte de son temps, du danger qu'elle a encouru, de la dureté de son emprisonnement et de tous les frais qu'elle a eus pour conduire sa défense. Si ce fonds ne suffit pas, il est largement suppléé par la couronne. L'empereur lui confère également une marque publique en sa faveur, de sa faveur. Et proclamation de son innocence est faite à travers toute la cité. Il considère la fraude comme un crime plus grave que le vol, et manque rarement de la punir de mort, car ils ont pour principe que l'attention et la vigilance, alliées à un bon sens des plus simples, doivent permettre à un homme de protéger ses biens contre les voleurs. À ce moment de mon récit, le lecteur curieux sera peut-être intéressé par une description de l'organisation de ma maison et de la manière dont je vécus dans ce pays où je séjournais 9 mois et 13 jours. Ayant l'esprit pratique de nature, mais aussi, en l'occurrence, par nécessité, je m'étais fabriqué une table et une chaise assez commodes à partir des arbres les plus grands du parc royal. 200 couturières furent employées pour me faire des chemises, ainsi que du linge pour mon lit et ma table, tous de la toile la plus solide et la plus grossière qu'elles pussent trouver. 300 cuisiniers apprêtaient mes mets dans de petites cabanes commodes construites autour de ma maison, où ils vivaient avec leur famille, et chacun d'eux me préparait 2 plats. Je prenais 20 serveurs dans ma main et les plaçais sur ma table, une centaine d'autres
s'occuper du service au-dessous, sur le sol, les uns avec des plats de nourriture, les autres avec des tonneaux de vin et d'autres boissons qu'ils transportaient sur leurs épaules. De tout ceci, les serveurs du haut tiraient ce dont j'avais besoin d'une manière très ingénieuse, par un système de cordes, comme nous faisons avec les seaux dans les puits en Europe. Un plat de leur nourriture me faisait une bonne bouchée, et un tonneau de leur boisson à peu près une gorgée. Leur mouton est moins bon que le nôtre, mais leur bœuf est excellent. J'eus même un aloyau si gros qu'il me fallut le manger en 3 bouchées. Mais cela restait l'exception. Mes domestiques étaient ébahis de me voir manger les os et tout, ainsi que nous faisons dans notre pays des pâtes de l'alouette. De leurs oies et de leurs dindes, je ne faisais généralement qu'une bouchée et je dois avouer qu'elles étaient de loin meilleures que les nôtres. Quant à leurs volailles de plus petite taille, je pouvais en piquer une 20aine ou une 30aine à la fois au bout de mon couteau. Cela faisait plusieurs heures que j'étais extrêmement pressé par les exigences de la nature, ce qui n'était pas surprenant, puisque cela faisait 2 jours que je ne m'étais point soulagé. Entre l'urgence et la pudeur, j'étais fort embarrassé. La meilleure solution à laquelle je pus penser fut de me glisser dans ma maison, ce que je fis donc. Et refermant le portail derrière moi, je me déplaçai aussi loin que la longueur de ma chaîne me le permit, et je soulageai mon corps de ce poids gênant. Mais ce fut la seule fois que je fus coupable d'une action aussi malpropre, et pour laquelle j'ose espérer que le lecteur de bonne foi fera preuve de quelque indulgence, une fois qu'il aura considéré ma situation avec recul et impartialité, ainsi que la détresse dans laquelle je me trouvais. Depuis ce moment-là, je pris l'habitude, dès mon lever, d'accomplir cette opération en plein air, aussi loin que ma chaîne me le permettait. Et il fut pris grand soin, tous les matins, avant que le monde arrive, de se débarrasser de cette matière repoussante au moyen de brouettes, conduites par 2 serviteurs désignés pour cela. Je ne me serais pas étendu sur une circonstance qui pourra, à première vue, ne pas sembler de la plus haute importance, s'il ne m'avait semblé nécessaire de me justifier aux yeux du monde pour ce qui concerne ma propreté personnelle, puisque l'on me dit que certains de mes détracteurs se sont plu, en cette occasion comme en d'autres, à la mettre en doute. Ces considérations m'engagèrent à hâter mon départ pour qu'il eût lieu plus tôt que je ne le comptais. Ce à quoi la cour, impatiente de me voir parti, m'aida avec empressement. 500 ouvriers furent employés à confectionner 2 voiles pour mon embarcation, suivant mes instructions, en faisant un matelas de 13 épaisseurs de leur toile la plus grosse. J'eus la tâche laborieuse de faire des cordages et des câbles, en tressant ensemble 10, 20 ou 30 de leurs cordes les plus grosses et les plus solides. Une grosse pierre, que je finis par trouver, après une longue recherche le long de la côte, me servit d'ancre. J'eus d'énormes difficultés pour couper quelques-uns des arbres les plus grands, pour en faire des rames et des mâts, ce pourquoi, cependant, je fus grandement assisté par les charpentiers navals de Sa Majesté, qui m'aidèrent à les polir, une fois que j'eus fini le gros œuvre. Au bout d'environ 1 mois, quand tout fut prêt, je fis savoir que je souhaitais recevoir les ordres de Sa Majesté et prendre congé. L'empereur et la famille royale sortirent du palais. Je m'étendis par terre pour lui baiser la main, qu'il m'accorda fort gracieusement, de même que l'impératrice et les jeunes princes du rang. Les cérémonies accompagnant mon départ furent trop nombreuses pour que j'en importune ici le lecteur. Je chargeai à bord de ma chaloupe les carcasses de 100 bœufs et 300 moutons,
ainsi que du pain et de la boisson en proportion, et autant de nourriture qu'il fut possible à 400 cuisiniers d'en préparer. Je pris avec moi 6 vaches et 2 taureaux vivants, et autant de brebis et de béliers, dans l'intention de les rapporter dans mon pays afin d'en propager l'espèce. Pour les nourrir à bord, j'avais une belle botte de foin et un sac de maïs. J'eusse volontiers emporté une douzaine d'habitants du pays, mais ce fut là une chose à laquelle l'empereur ne voulut en aucune façon se résoudre. Et outre une fouille appliquée de mes poches, Sa Majesté me fit jurer sur l'honneur que je n'emporterais aucun de ses sujets, quand bien même ils y consentiraient ou le souhaiteraient. Ayant ainsi préparé toute chose le mieux que je pus, je pris la mer, le 24e jour de septembre 1701, à 6 heures du matin. Je ne découvris rien du tout ce jour-là, mais le suivant, à environ 3 heures, après-midi, quand j'eus, d'après mes calculs, parcouru 24 lieues depuis Blefuscu, j'aperçus une voile qui faisait route vers le sud-est. Pour ma part, j'allais plein est. J'appelai, mais ne reçus aucune réponse. Cependant, je me rendis compte que je la rattrapais, car le vent faiblissait. Je mis toute la toile que je pus, et, au bout d'une demi-heure, l'équipage me repéra, puis hissa son pavillon et tira un coup de canon. Il n'est pas facile d'exprimer la joie qui fut la mienne devant cet espoir inattendu de revoir mon pays bien-aimé et les tendres gages que j'y avais laissés. Je n'ennuierai pas le lecteur avec le détail de ce voyage qui, dans l'ensemble, fut très favorable. Nous atteignîmes les Downs le 13 avril 1702. Je ne connus qu'un malheur, à savoir que les rats à bord du navire me dérobèrent l'un de mes moutons, dont je retrouvai dans quelques trous les os décharnés. Je pus ramener à terre le reste de mes animaux, sains et saufs, et les mis à paître sur un boulingrin à Greenwich, où la qualité de l'herbe fit qu'ils se nourrirent volontiers, bien que j'eusse craint le contraire. Et je n'eusse pu les préserver lors d'un si long voyage si le capitaine ne m'avait fait don d'un peu de ses meilleurs biscuits qui, mis en poudre et mouillés d'eau, constituèrent leur seule nourriture. Le court séjour que je fis en Angleterre me permit de faire des profits considérables en montrant mes animaux à de nombreuses personnes de qualité ainsi qu'à d'autres. Et avant de partir pour mon second voyage, je les vendis pour 600 livres. Depuis mon dernier retour, j'ai pu remarquer que leur nombre a considérablement augmenté, surtout les moutons. Et j'espère que la finesse de leur toison se révélera d'un grand avantage pour nos manufactures de laine. Je ne restais que 2 mois avec ma femme et ma famille, car mon désir insatiable de voir des pays étrangers fit que je ne pus supporter un séjour plus long. Je laissai 1500 livres à ma femme et l'installai dans une belle maison à Redriff. J'emportai avec moi ce qu'il me restait, partie en argent, partie en biens, dans l'espoir d'augmenter ma fortune. Je pris congé de ma femme, de mon fils et de ma famille, et il y eut des larmes de part et d'autre. Puis je montai à bord de l'Aventure, navire marchand de 300 tonneaux, en partance pour Surat, sous le commandement du capitaine John Nicholas de Liverpool. Mais, pour le récit de ce périple, il faut se référer à la 2e partie de mes voyages.